Je m'appelle Marcus Kaman et je suis chercheur à l'IRES et je co-organise les séminaires internationaux avec ma collègue Christina Nisoli. Le séminaire international, pour ceux qui viennent pour la première fois, est un lieu de suivi de discussion de l'actualité sociale et syndicale internationale et européenne qui ambitionne de réunir le monde de la recherche et les syndicalistes. Cette séance est donc dédiée aux actions des organisations syndicales britanniques en direction des travailleurs et travailleuses migrants. Et pour ce faire, nous avons invité Heather Connolly. Heather est chercheuse à l'Université de Grenoble. Et avant cela, elle a occupé des postes au Royaume-Uni dans les universités de Manchester et de Warwick. Elle s'intéresse en priorité aux possibilités et difficultés liées au renouvellement syndical, et ce, à l'échelle d'Europe. Entre autres, Heather a co-dirigé un ouvrage avec Stefania Marino et Miguel Martinez-Lucio, dont j'ai traduit un peu sauvagement le titre en anglais, sachant qu'il y aura beaucoup de dégâts à la compréhension en le faisant. Les politiques de l'inclusion sociale et de la représentation du travail, immigrés et syndicats en Europe. Et cet ouvrage a été publié en 2019 et nous livre une comparaison internationale de 3 cas nationaux, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc c'est une source précieuse puisqu'elle s'appuie sur des enquêtes de terrain riches avec environ 150 entretiens qui ont été menés entre 2009 et 2013 dans ces 3 pays. Et il nous livre aussi des outils conceptuels pour comprendre et comparer à l'échelle internationale les enjeux syndicaux en matière de représentation des travailleurs migrants. Donc, vous avez reçu ce chapitre au moment de votre inscription. Et je me permets la remarque déjà qu'à la lecture, on ne peut qu'être frappé par le contraste du cas britannique avec la situation en France, ce qui témoigne du poids des structures sociales dans la façon dont les enjeux se posent d'un contexte national à l'autre et l'importance que les acteurs leur attribuent. Hein. Parmi les facteurs qui structurent en fait ces différences entre les approches syndicales, on trouve en essai depuis l'ouvrage de référence de Rino Spennings et de Judith Roseblatt, il y a le fonctionnement du marché du travail qui se distingue et qui pèse les caractéristiques des migrants et l'afflux, les systèmes de relations professionnelles, ainsi que toutes les règles et philosophies qui définissent la place des étrangers et des minorités visibles au sein d'une nation. Donc, dans sa présentation, Heather va identifier des leçons du passé dont le mouvement syndical britannique peut s'inspirer. Et elle le fera, et elle précisera bien sûr tout à l'heure, à partir d'une étude de cas d'un réseau militant filipino du grand syndicat des services britannique Unison. Donc, pour discuter des expériences britanniques, on peut dire d'un double point de vue, syndical et français, nous avons le plaisir d'accueillir Marilyn Poulain. Depuis de nombreuses années, Marilyn est une militante infatigable des défenses de travailleurs sans papier. Elle pilote actuellement le collectif Immigration à la CGT, dont elle est aussi membre à la direction confédérale. Elle dirige aussi la revue du droit de travail, droit ouvrier. La discussion d'un point de vue scientifique sera par la suite assurée par Christina Nisoli. Christina est sociologue et travaille à l'IRES. Elle a fait sa thèse doctorale sur le lutte des travailleurs et travailleuses du nettoyage à Marseille et à Bologne. Et sur ce terrain du travail racialisé et fortement féminisé, Christina a observé la manière dont le syndicalisme est contraint de changer son vocabulaire et ses modes d'action pour s'adapter à l'hétérogénéité identitaire des acteurs. Cette séance, elle va se dérouler de la façon suivante. Il y aura d'abord la présentation de Connolly. Elle va intervenir pendant 25 minutes, disons. Puis les interventions de Marilyn Poulain et de Christina Nisoli, chacune 20-25 minutes. Ensuite, Heather répondra aux 2 intervenantes. Et après ce premier tour, nous ouvrons la discussion à la salle. Donc, nous espérons finir vers midi. Hein. Donc, vous avez tout à l'heure, mais je tiens quand même à le signaler, que les interventions et les échanges de Heather, Marilyn et Christina seront enregistrés
et diffusée ensuite via le canal YouTube de l'IRES. Donc, vous pouvez donc réécouter ou partager par la suite l'enregistrement. En revanche, la discussion avec la salle ne sera pas enregistrée. Et donc, avant de passer la parole à Heather pour son intervention, je vous prie je pense que c'est fait de la part de tout le monde, mais de vous rappeler de bien couper les micros pendant les interventions des intervenants. Donc, merci et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui pour ce séminaire et merci à l'IRES de m'avoir invité à parler de mon travail de recherche. Et merci pour l'introduction. Je vais répéter quelques éléments, mais merci pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais aborder du coup le sujet des stratégies des syndicats concernant les travailleurs immigrés au Royaume-Uni. D'abord, je vais présenter une courte résumé de mes travaux de recherche. Ensuite, je donnerai quand même quelques éléments contextuels concernant le Royaume-Uni sur le syndicalisme et l'immigration. Après, je présenterai un autre modèle que Marcus il a parlé, qui vise à comprendre les stratégies syndicales et peut-être les décalages ou les gaps dans les réponses ou les stratégies syndicales. Et enfin, je présenterai une étude de cas sur la représentation syndicale et des travailleurs immigrés, les Filipinos dans Unison, le syndicat public, le secteur public en Royaume-Uni. Et après, quelques commentaires, réflexions de conclusion. Donc, j'ai réalisé, comme Marquis l'a dit, j'ai réalisé des recherches sur ce sujet depuis 2008 à peu près. Et juste un résumé aux quelques points importants sur la recherche qu'on a menée. Et on avait mené une étude comparative sur l'immigration et les syndicats aux Pays-Bas, Espagne, au Royaume-Uni et au niveau européen. C'était un projet collectif, comme Marcus l'a dit, avec Miguel Martinez-Bussieu, Stéphanie Marino à l'Université de Manchester, avec plus de 150 entretiens et aussi les observations sur les activités syndicales, sur leur stratégie, sur leurs activités avec les travailleurs immigrés. Donc, mais deuxièmement, j'ai continué de travailler sur ce sujet. Entre 2014 et 2018 à peu près, j'ai continué de faire la recherche, développer l'analyse avec une recherche comparative entre la France et le Royaume-Uni. Et je voulais comparer, et je suis ravie que Marilyn soit là, je voulais comparer les actions menées par la CGT avec les travailleurs sans papier et les actions menées par le syndicat UNICEF par rapport aux travailleurs, le Filipino Activist Network, qui est un réseau des syndicalistes philippins. On a mené des entretiens et on a fait de l'observation participative aussi. Et de mon côté, c'était financé, tous les recherches qu'on a menées, ils étaient financés par, en Angleterre, par les institutions de financement. Et j'ai aussi travaillé avec Sylvie Contrepoix. Je ne sais pas si elle est là avec nous aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle pourrait peut-être être là. Et elle, son projet était financé par l'Union européenne. Donc, et on a fini avec ce livre et on est en train de rédiger un papier sur la comparaison entre la France et le Royaume-Uni. Et je vais présenter un peu ça aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais juste offrir une image parce que j'ai vu l'image pour le séminaire était montrer des travailleurs sur un chantier de construction. Mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais me focaliser sur les travailleurs du secteur de santé dans mon étude de cas. Alors, je voulais juste illustrer ou donner une autre image pour casser un peu l'image du bâtiment ou donner une autre image peut-être sur la féminisation de l'immigration et qui des fois c'est pas aussi visible peut-être. Donc, quelques éléments, je vais juste aborder quelques éléments contextuels pour mieux comprendre l'immigration et le syndicalisme au Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, avec son passé colonialiste, a une longue histoire d'immigration, avec la libre circulation des pays du Commonwealth après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais pendant une courte période, après la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni a recruté des anciens combattants polonais, puis des European Voluntary Workers dans des camps réfugiés en Italie. Et c'est important parce que c'était la seule fois que les syndicats ont participé à la politique d'immigration, à avoir une influence sur la politique d'immigration en insistant que ces travailleurs immigrés reçoivent les mêmes salaires que la population britannique. Mais après cette courte période, les travailleurs immigrés sont venus des anciennes colonies, principalement des Caraïbes, de l'Inde et du Pakistan. Et jusqu'en 1962, aussi important, ces travailleurs avaient le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni sans restriction. Ils avaient les mêmes droits politiques et juridiques que le reste de la population, y compris le droit de vote. Et cette situation est différente de celle des nombreux d'autres pays européens avec le statut de guest worker ou gastarbeiter pour les immigrés. Donc, relativement rapidement, on peut dire que ces immigrés, ils sont devenus des communautés, des minorités ethniques permanentes. Et ils avaient également une forte tendance à adhérer des syndicats. Mais ils ont été victimes de racisme et de discrimination et ils occupaient souvent des métiers précaires et mal payés, comme on voit dans les autres pays européens. Donc, depuis 1962, les gouvernements, ils ont introduit progressivement une série de politiques d'immigration restrictives qui ont été renforcées plus récemment avec des incidents terroristes et à la montée des mouvements de l'extrême droite, entre autres raisons qu'on peut peut-être en discuter plus tard. Mais un élément souvent négligé dans l'histoire, surtout par les Britanniques, c'est dans l'histoire récente d'immigration au Royaume-Uni, et que le Royaume-Uni était l'un des trois seuls pays de l'Union européenne à avoir choisi de ne pas avoir une période de transition lors de l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est. Le Royaume-Uni a ouvert ses frontières à partir de 2004 sans période de transition. C'est très important parce que quand on voit les mouvements des gens de pays de l'Est, il n'y avait pas de restrictions en 2004. En 2011, c'était différent pour le Roumanie, les Bulgares, mais c'est un point à souligner. Donc, la population, comme vous le voyez, a augmenté entre 5,3 millions à 9,5 en 2019, et ça représente 14% de la population. Et comme vous le voyez sur ce graphique, la croissance de la population née à l'étranger semble avoir légèrement ralenti depuis 2016 et le vote de Brexit. Et on peut parler peut-être du Brexit plus tard, mais je ne vais pas forcément parler de ça là. Mais ce graphique montre la trajectoire de l'immigration européenne et non européenne depuis 2004. Et comme vous le voyez, oui, il y a une baisse légère, mais pas pour les non européens. Donc, je passe à quelques éléments du syndicalisme au Royaume-Uni. Donc, le graphique que vous voyez montre la baisse progressive de taux de syndicalisation depuis 1995. Mais on observe également une stabilisation et une légère augmentation depuis 2016. Le taux de syndicalisation est très important et peut-être plus important que la France, parce que l'influence et la force des syndicats se montrent vraiment par leur nombre d'adhérents, parce qu'il n'y a pas le système de représentation dual, on est double représentation avec les comités d'entreprise obligatoires, etc. Et ils n'ont pas d'implication dans les organisations, instances tripartites au niveau national, comme en France, par exemple. Et comme beaucoup de pays, le taux c'est plus élevé dans le secteur public que le secteur privé. Et aussi, vous voyez
les employés couverts par un accord collectif, c'est plus élevé dans le secteur public que le privé. Donc, il y a une confédération unique en Angleterre, au Royaume-Uni, le TUC, et les syndicats individuels sont complètement indépendants. Plus de la moitié des syndicalistes du TUC sont dans les 3 plus grands syndicats que vous voyez là. Et ils sont développés souvent grâce aux fusions et à des fusions. Et ça, c'est un élément important pour le renouvellement du syndicalisme au Royaume-Uni. Donc, ces 3 syndicats représentent 55% de l'effectif total du TUC. D'abord, il y a Unite, le plus grand syndicat, qui représente tous les secteurs de l'économie, l'automobile, finance, transport, et aussi les services de santé. Et il compte aussi des adhérents dans les services publics. Unison, je vais parler de Unison tout à l'heure, c'est le 2e plus grand syndicat et qui organise principalement dans le secteur de santé, le secteur public. Mais c'est important, avec la tendance à la privatisation, il y a quand même de plus en plus d'adhérents dans les entreprises privées à cause des privatisations dans les services publics. Et le GMB, le 3e plus grand syndicat, et comme Unite, c'est un syndicat qui représente, c'est un syndicat général, on dit, qui compte des adhérents dans plusieurs industries et dans le public et le privé. Mais qui représente surtout les ouvrières, je pense que ça serait l'équivalent qu'on dirait en français. Et comme dans d'autres pays européens, les syndicats, ils ont vu leurs effectifs diminuer. Et les syndicats, ils ont réagi principalement par les fusions, comme j'ai dit. Et les fusions pour créer des grandes structures syndicales. Et aussi sur organizing. Et on parlait tout à l'heure de comment on traite organizing. Et pour moi, ça comprend le développement syndical, d'augmenter le recrutement et l'implication, la participation, l'engagement dans le syndicat. Et dans les années 90, le TUC ou les syndicats, ils ont consacré davantage des moyens au recrutement et à encourager l'implication des nouveaux adhérents. Et un exemple, c'était la création de le TUC Organizing Academy, qui avait pour but pour attirer des nouvelles personnes à travailler dans le mouvement syndical. Donc, là, Marcus, il a introduit les travaux de Penix et Roosblatt, mais je veux juste introduire quelques concepts théoriques ou quelques points pour mieux encadrer le reste de les discussions. On voit que Penix et Roosblatt, ils considèrent que les syndicats, ils sont confrontés à 3 dilemmes concernant l'immigration. Premièrement, de résister ou coopérer au développement de la politique de l'immigration et de résister ou coopérer à l'immigration elle-même. Deuxièmement, d'inclure ou exclure les immigrés. Et troisièmement, est-ce qu'ils offrent je ne sais pas si ça traduit bien, mais les traitements égaux ou spécial, ou est-ce qu'ils considèrent les immigrés comme les autres adhérents. Et on voit les tendances, par exemple, avec le Brexit. Il y avait des syndicats qui étaient pour le Brexit et des syndicats qui étaient contre, et ils essayaient d'influencer la politique là-dessus. Et on voit dans d'autres pays des positionnements liés à l'immigration aussi. Alors ça, c'est résister ou coopérer. Et par exemple, inclure ou exclure. Quand je travaillais à l'UTI dans le CES, il y avait des débats par rapport à l'Autriche, qu'il y avait des exclusions des immigrés dans le syndicat qui ne pouvaient pas être représentants, et c'était un débat dans les années 2000. Et aussi avec le traitement spécial ou égal, est-ce qu'ils offrent les matériaux dans des langues étrangères, etc., etc. Est-ce qu'ils proposent des cours de langue, etc. Alors, ces dilemmes-là, ça nous aide à situer les syndicats et comparer dans les pays différents. Un deuxième schéma, c'est aussi développé par ces collègues-là avec Stefania Marino plus tard. Et ils argumentent que les différences en termes de stratégie syndicale a tendance à varier suivant ces séries de facteurs,
comme vous le voyez, j'ai listé, et Marcus l'a dit tout à l'heure. Et pour nous on étions intéressés à comprendre plus sur le dernier facteur, d'examiner l'identité des syndicats et comment ils diffèrent selon les pays et les stratégies d'identité, comment ça change, pourquoi ça change. Donc, à partir de notre recherche, nous proposons un modèle pour situer les logiques, ce qu'on appelle les logiques d'action des syndicats concernant les travailleurs immigrés. Et les logiques d'action qu'on identifie, c'est, je vais vous montrer ça et après je reviens. C'est très simple, hein. C'est le triangle qui ressemble, si vous connaissez le travail de Richard Hyman, qui ressemblait, mais on a changé, on a adapté. Et il n'était pas trop, ça va, il n'était pas trop dérangé, il a bien aimé ce qu'on a fait. Mais on commence avec un logique, des trois logiques. Et l'une de ces logiques, c'est une logique de classe. Et en utilisant une logique de classe, les syndicats ont tendance à élaborer leur politique en considérant les immigrés comme faisant partie de la classe ouvrière au sens large. L'identité de classe, en fait, souligne la présence d'intérêts généraux entre les travailleurs immigrés et locaux et elle est utilisée pour construire une solidarité générale entre les travailleurs. La deuxième logique qu'on a identifiée, c'est celle des minorités. Dans le modèle en anglais, on utilise ethnic minority et race aussi. Alors, j'ai traduit par les minorités, mais ça, on peut discuter les termes plus tard. Donc, ces logiques-là consistent à affirmer des spécificités des conditions des travailleurs immigrés. Les politiques générales de classe ne sont pas considérées comme suffisant pour promouvoir une représentation effective des droits spécifiques ou pour surmonter des désavantages à des groupes, les minorités ou un groupe spécifique. Donc, il est important que cette logique-là peut varier en fonction du groupe considéré. Par exemple, le genre, lorsque la représentation des femmes est considérée. La troisième logique est celle du droit social. Cette logique s'applique lorsque les syndicats agissent en tant qu'agents de promouvoir le droit social, en s'engageant sur les questions aussi en dehors du travail, telles que le logement ou la santé ou les droits de protection sociale. Et ça s'applique, c'est souvent appliqué non pas aux travailleurs immigrés, mais aux immigrés considérés comme les citoyens ou les citoyens potentiels, de la même manière que les syndicats le font lorsqu'ils défendent les intérêts des chômeurs, par exemple. Donc, on a dit que ça fait une logique de droit social. Donc, cette logique-là a tendance à être associée avec une stratégie d'action en particulier. Et comme vous le voyez, chaque logique, on a associé classe avec organizing, action directe, de mobiliser des adhérents, des syndicalistes, mais le développement syndical, ça serait aussi que j'ai entendu Marcus l'a dit tout à l'heure. Pour le droit social, c'est mal dit, je pense. Les syndicats agissent en tant qu'agents de promouvoir le droit social en engageant avec les instances nationales ou gouvernementales. Et les minorités, c'est plus qu'un engagement auprès des communautés, mouvements sociaux et un engagement plus fort en faveur de l'égalité. Et nous, dans notre recherche, avec les 3 pays qu'on a étudiés, on a vu une tendance que les syndicats se concentrent où ils se situent entre 2 de ces logiques, délaissant la 3e logique, ce qui résulte à une faiblesse, un gap, un décalage dans la réponse ou la représentation plus globale ou plus complète envers les immigrés. Donc là, c'est les stratégies syndicales concernant l'immigration au Royaume-Uni. Là, pour donner une idée de ce que je voulais dire par rapport au modèle, les stratégies syndicales dominantes au Royaume-Uni, c'est dans les 2 stratégies ou les 2 logiques d'action entre logique de classe et logique des minorités.
Donc, ils ont développé des structures spécifiques aux minorités ethniques depuis les années 80 et en particulier les Black Member Sections, alors les sections, les groupes pour les Black Members. Et c'était vraiment des groupes qui étaient des structures formelles, ils avaient les places, des votes sur l'exécutif, les places consacrées à ces groupes sur l'exécutif du syndicat. Et on voit ça, on voit le développement des comités, des conférences des travailleurs de minorités ethniques. Ça varie selon les syndicats, mais on voit souvent, surtout à Unison, ils ont gardé cette structure-là avec un Black Member group, a self-organized group, on dit ça. Mais on voit la plupart des syndicats, ils ont une structure qui évolue, mais ça reste des structures à part, formalisées, qui représentent les minorités. Mais la faiblesse du droit social, voilà, j'ai fait une faute, du droit social au Royaume-Uni affaiblit les moyens de pouvoir et influence institutionnels des syndicats pour représenter et faire avancer les intérêts des travailleurs immigrés, notamment en ce qui concerne leurs droits. Et donc, privés de leur capacité d'influencer la politique gouvernementale, les syndicats doivent compter sur leur capacité de mobiliser les adhérents. Donc, la classe, la logique de classe et la logique de minorité. Donc, on a situé les pays qu'on a étudiés sur le modèle. Et là, vous voyez, on a l'Espagne entre classe, droit social, le Pays-Bas, droit social, les minorités, et le Royaume-Uni entre classe et les minorités. Et j'ai mis plus France, et ça peut se discuter peut-être plus tard, parce que c'est là où on a situé la France quand on a étudié ce cas. Le cas des sans-papiers, mais aussi je vais parler des mouvements pour essayer comment les syndicats ils essayent de combler le gap ou la faiblesse par leur stratégie de renouvellement ou des stratégies envers les travailleurs immigrés. Donc les gaps ou les décalages qu'on voit dans chaque pays, pour le Royaume-Uni, c'est le droit social lié à l'historique de baisser le pouvoir des syndicats et qui ne soient pas impliqués dans la politique ou les instances tripartites au niveau national. Donc, j'espère que je suis bien dans le temps, je parle pas trop vite, mais là, je vais juste passer les dernières 5-10 minutes sur Unison, sur le syndicat du Unison et l'émergence du Filipino Activist Network. Donc, ce qui est important de savoir pour répéter, c'est le syndicat qui représente les travailleurs dans le secteur public. Et dans les années 2000, le gouvernement a donné des financements. C'était la partie travailliste qui voulait pas changer la loi restrictive pour les syndicats, mais ils ont un peu jeté les miettes aux syndicats et donné des financements pour aider la modernisation dans des syndicats sans enlever les lois très restrictives pour les syndicats. Et encore, j'ai pas trop le temps de parler de ça, mais on peut discuter de ça plus tard. Donc, les Philippines restent le premier pays d'origine des infirmières au monde, avec plus de 22 000 employés dans la NHS. Donc, avec ça, le fait que le syndicat voulait organiser, recruter ces travailleurs immigrés, ils ont construit ou ils ont proposé un projet de participation des travailleurs immigrés qu'ils ont mis en place en 2007 avec ce financement, le financement de moderniser les syndicats. Donc, un syndicaliste philippine et un syndicaliste polonais faisaient partie des responsables du projet au niveau national. C'était un projet au niveau national. Et grâce à ce projet, le syndicat a réussi à recruter des adhérents et des militants des Philippinos plus polonais. Le réseau des Polonais s'est transformé en réseau des European Workers, les travailleurs européens après le vote de Brexit. Mais au départ, c'était un réseau aussi pour les Polonais dans Unison.
Donc, les principales tactiques, c'était de faire pression sur le Parlement pour obtenir un changement de la politique d'immigration. Et grâce au lobbying en 2007 et 2015, le gouvernement a changé sa politique et les aides-soignants en Philippines, qui étaient menacés d'expulsion, ont pu rester au Royaume-Uni et beaucoup sont devenus adhérents du syndicat. Et à partir du lobbying, la campagne de lobbying en 2015 aussi, les infirmières et les paramédicaux ont été inclus dans le Shortage Occupation List, ou les métiers en tension, je pense en français. Les syndicats a également obtenu que ces travailleurs des Philippines puissent rester indépendants de l'exigence de gagner un salaire minimum de 35 000 par an. C'était pas du tout le salaire qu'ils pouvaient avoir dans ce genre de travail d'aide-soignant ou d'infirmière. Donc, le Filipino Activist Network a été créé, c'était un réseau des syndicalistes philippins, a été créé grâce à cette campagne, ça a développé dans le secteur de santé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis que c'est des limites et des opportunités, mais le FAN a organisé des formations. En tactique importante, c'était d'organiser des formations pour renforcer la confiance des travailleurs immigrés, pour qu'ils puissent présenter à des postes à responsabilité dans l'UNESON, au niveau local, régional et national. Et ils voyaient ça plus important que de créer une structure formelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme la Black Members Group, au lieu de créer une structure formelle, parce qu'ils avaient le choix de créer une structure formelle dans le syndicat, qui voulait dire que ça concrétisé, ils avaient des financements, ils avaient une place dans l'exécutif, tout ça, ils avaient le choix de faire ça. Mais en fait, ils voulaient rester en forme de réseau pour en fait pénétrer des structures dans l'UNESON pour pouvoir promouvoir les intérêts des immigrés à travers les structures de pouvoir ou les structures décisionnelles dans le syndicat. Donc, par conséquent, il met à la limite de ce qu'ils ont vécu, il existait quand même des obstacles structurels au sein du syndicat que les syndicats, ils ont dû surmonter. Dans les cas où les syndicats étaient lents ou réticents à soutenir des campagnes de ces travailleurs-là, ou des questions en particulier, les syndicalistes, ils se sont tournés vers leur communauté pour se mobiliser et réagir. Ça veut dire que si une campagne n'était pas soutenue par le syndicat financièrement, ou ils n'avaient pas voté pour soutenir la campagne ou un certain question, les adhérents se sont organisés sur la bannière de leur communauté philippine. Donc, la majorité des membres de FAN étaient également membres de groupes communautaires et ou religieux, et ça a facilité les échanges, le travail entre les deux organisations pour fournir les soutiens et les moyens en fonction des problèmes ciblés. Donc, quelques réflexions en guise de conclusion. Pour rappeler, les stratégies dominantes au Royaume-Uni consistent à créer des structures formelles pour des groupes, des minorités ou les groupes d'intérêts spéciaux, et à faire avancer les intérêts des travailleurs immigrés par des stratégies plus basées sur une logique de classe. Alors, en classe, et les minorités sont le modèle. Mais avec le FAN, avec l'émergence du FAN, on voit un léger changement dans la logique d'action, avec la création d'un réseau qui a pour but de promouvoir les droits de ces immigrés en termes de leur statut d'immigration, par exemple. Et en fait, ces changements reflètent peut-être la faiblesse des stratégies sur une logique plus basée sur le droit social. Et avec
l'implication d'Unison dans les campagnes en faveur des travailleurs philippins pourrait être considérée peut-être uniquement d'aider l'intégration économique d'un groupe de minorités des travailleurs, mais les actions, ils visent quand même à faire avancer les droits des immigrés et aussi à exposer les conditions et les statuts juridiques précaires de ces travailleurs. Pour résumer sur le modèle, sur les stratégies concernant les travailleurs immigrés, là on peut analyser, on peut situer, on peut analyser les variations des positionnements des syndicats avec notre modèle et voir les décalages dans la représentation. Est-ce que de toucher tous les logiques, ça veut dire qu'il y a une représentation plus complète des immigrés et qu'est-ce que ça fait comme est-ce que ça sert à des leçons ou des recommandations de comment combler les gaps dans les stratégies syndicales. Et on voit que souvent les décalages ou les reconnaissances des décalages, ils ont créé des débats internes souvent intenses. Et plus souvent, nous, on a vu qu'une réponse pragmatique de la part des syndicats. Et ça reflète le travail que j'ai fait plus récemment pour un peu tester notre modèle avec une comparaison entre la France et le Royaume-Uni. Et on a vu quand même une réponse assez pragmatique de la part de la CGT par rapport aux sans-papiers et de reconnaître qu'il fallait quand même représenter les intérêts plus spéciaux de ce groupe-là. Et aussi en Angleterre, avec le réseau des Filipinos, on a vu quand même qu'ils voyaient qu'il fallait avoir une stratégie pour essayer de promouvoir le droit social parce qu'il n'y avait pas d'influence là-dessus pour les syndicats, comme ils étaient coupés d'influencer le droit social. Donc, je m'arrête là. On pourrait discuter de ça plus tard. J'espère que je suis restée dans le temps. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Heather, pour cet exposé très clair et aussi très instructif. Donc, je passerai directement la parole à Marilyn. Oui, merci Heather pour cet exposé qui est assez complet, assez riche et intéressant. Et je pense qu'en effet, alors c'est complexe parce que je pense que dans nos organisations syndicales, on est confronté déjà à une histoire différente, comme tu le disais, dans nos pays, liée à l'immigration, à la manière d'inclure la migration, on va dire historiquement en tout cas aussi, par rapport au lien à la migration. Et à la fois la question aussi de l'histoire de nos syndicats et la réalité syndicale de nos pays. Si on prend des pays, je pense par exemple à un pays comme la France ou un pays, déjà dans la France, il y a différentes conceptions syndicales. Tu parlais par exemple des questions de droit social, etc. Moi, par exemple, dans la CGT, je pense qu'il y a une question du droit des travailleurs immigrés qui est fortement portée, je pense. Par contre, on est en différence avec l'Italie qui, par exemple, a une approche qui est à la fois syndicale, mais aussi se veut plus associative, on va dire, aussi sur la question des droits, comme tu l'expliquais, plus largement, logement, etc., avec notamment les associations comme l'INCA, etc., qui sont rattachées aux syndicats. On a des approches qui sont différentes suivant les réalités de nos pays et suivant les histoires syndicales aussi de tous ces syndicats. Je veux dire, la CGT, on va dire, je le dis avec un recul aussi, a une histoire plus, on va dire, syndicalisme de classe, comme tu le disais, donc syndicalisme plus offensif, etc. Alors moi, je vais peut-être repréciser, parce que je pense qu'en effet, comme tu dis, un des enjeux pour tout syndicat, c'est de voir comment, alors je parle là pour moi, en tant que, on va dire, donc je suis membre de la direction confédérale, comme l'a dit Marcus, et depuis secrétaire à l'Union départementale de Paris depuis longtemps, depuis, ça va faire maintenant, on va dire 13 ans que je bosse sur les questions d'immigration à Paris, sur les questions des travailleurs migrants, mais au niveau national, ça fait depuis le dernier mandat, donc 3 ans,
que je suis en charge du sujet au niveau migration. Alors, je précise bien, pour expliquer le fonctionnement au niveau CGT, on a évolué, il y a des évolutions, et ça, peut-être tu l'as constaté aussi sur le sujet, c'est-à-dire que la question de l'inclusion sociale, pour nous, et l'inclusion syndicale, dans le syndicat, est un enjeu, en tout cas, qu'on a reposé, notamment dans un livret qu'on a fait sur l'inclusion dans les organisations, l'accueil et on va dire l'organisation des travailleurs immigrés dans les syndicats de la CGT. Et c'est vrai que, comme tu le dis, je pense que la logique de classe au niveau CGT prédomine. Donc, la question de dire on est dans une même classe ouvrière, on doit défendre les mêmes intérêts. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est, en France, en tout cas dans mon ressenti, on est dans un pays où quand même la question des oppositions entre les intérêts des travailleurs immigrés et travailleurs nationaux refait face à chaque crise. Bon, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans d'autres pays aussi, mais en tout cas, c'est des réalités auxquelles on fait face, et on voit des idées d'ailleurs d'opposition entre les intérêts des uns et des autres, qui ne sont pas posées d'ailleurs, comme diraient certains, que par le camp de droite, hein, qui peuvent être aussi posées par des politiques dits de gauche, qui peuvent très bien opposer les intérêts des travailleurs détachés, des travailleurs français, des travailleurs sans papier, des travailleurs français. On peut avoir des fois des pics lancés par des hommes politiques, voilà. Et on sait que c'est un sujet qui a été fortement représenté dans le syndicalisme aussi en tant que tel. Hein, si on prend l'histoire en tant que telle, même de la CGT, justement dans les années 70 avec les circulaires Marcellin Fontanet qui ont fermé justement l'immigration de travail, on voit que à ces moments-là, le syndicalisme a été plutôt dans des positions, on va dire, d'opposition entre les intérêts des uns et des autres. Donc, je pense qu'en effet, aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc ça, c'est une évolution qui est importante. Je pense qu'elle est liée à la fois avec des stratégies qui se croisent, enfin, bon, si je peux dire. C'est-à-dire que si je prends 2007-2008 sur la question des travailleurs sans papier précisément, on a eu des grèves qui ont été menées par les travailleurs sans papier qui sont venus nous voir, souvent des travailleurs, et ça vous l'aurez remarqué, c'est vrai que comme tu dis, il y a quand même une question d'organisation des travailleurs eux-mêmes, et souvent elle se fait dans un cadre communautaire. Et l'organisation s'est faite plutôt via les travailleurs subsahariens, qui en effet aussi liés à l'histoire coloniale, on va dire, qui lie la France et ces pays, mais aussi liés aussi au rôle qu'ils ont pu avoir souvent en tant que délégués syndicaux et autres dans leur famille passée. C'est-à-dire qu'il y a une culture syndicale. Quand on va au Mali ou au Sénégal, il y a à la fois les grèves aujourd'hui, mais aussi la culture syndicale des anciens OS, etc. Et donc, ça nourrit aussi l'envie de s'organiser des camarades en France quand ils arrivent. Donc, en 2007-2008, on a eu ces grèves qui se sont organisées, et c'est vrai que à ce moment-là, on était, je pense, à la CGT, pas véritablement organisée sur le sujet. Et ces grèves se sont organisées, elles ont été positives, elles ont permis d'acquérir des textes, ont permis de lancer les premières régularisations de ces travailleurs qui étaient sans droit. C'est évident, donc c'est pour nous une avancée notoire. Mais à la fois, si on regarde les choses en perspective, nous, on y trouve une certaine forme de frustration, puisqu'en effet, ces grèves, elles se sont tenues un peu en marge des principales organisations professionnelles et territoriales. Alors, il y avait des organisations territoriales, ce qu'on appelle les unions départementales, qui étaient impliquées, et des unions locales, mais c'était moins porté de manière, collective dans l'organisation syndicale. Et le sujet, de mon point de vue, en tout cas, je le vois aujourd'hui avec la volonté qu'on a de faire avancer les choses dans un certain sens, n'était pas assez porté dans les organisations. Donc c'est vrai que aujourd'hui nous sommes dans une phase où on essaye au maximum, de faire que les organisations estiment que cette réalité sociale de la migration doit être incluse totalement dans le syndicat et dans les organisations de la CGT. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une organisation
spécifiques. C'est vrai que la CGT n'est pas, par exemple, sur l'idée de créer des syndicats de migrants ou autres. On y est opposé. D'ailleurs, même dans le livret, c'est ce qu'on a précisé, même si ça peut exister, hein, localement, il peut y avoir des syndicats qui sont créés de travailleurs sans papier. Mais l'idée, c'est plutôt que ce sujet ne soit pas considéré comme un sujet marginal et que justement les grèves qui peuvent être organisées et qui viennent souvent de l'auto-organisation eux-mêmes des travailleurs. Donc, il y a à la fois une forme d'auto-organisation qui persiste dans l'organisation, mais à la fois une influence et la volonté d'inclure dans les organisations telles qu'elles existent. On sent des avancées parce que c'est vrai que c'est pas forcément visible, mais dans les fédérations, dans les unions départementales, dans les syndicats, des gros syndicats, on a des délégués syndicaux qui sont d'anciens travailleurs sans papier. Je pense à, par exemple, KFC ou autres, des gros groupes où on a des délégués syndicaux qui viennent de ces luttes. On a des unions départementales où on a des dirigeants qui viennent de ces luttes. On a des fédérations où on a des dirigeants qui viennent de ces luttes. Pour l'instant, au niveau national, il y a encore besoin de faire des efforts évidents. C'est vrai que le sujet de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations, il a lieu dans la société, mais il a lieu aussi dans nos organisations même. Donc la question, à un moment donné où on est pris, c'est à la fois entre le fait de dire, de vouloir que ses camarades soient intégrés comme partie prenante et reconnus par les camarades en interne comme partie prenante de leur lutte sociale, de leurs intérêts communs. Et ça, c'est un enjeu, je pense, qui est fondamental au vu de la montée des idées d'extrême droite, aujourd'hui aussi en France. Hein. Donc, il y a à la fois cette question. Donc, je pense que les grèves qui régulièrement ont lieu sur le territoire en France, quand même, c'est assez récurrent. Emeline Zougbédé, une copine chercheuse, appelle ça la routine. Il y a une routine des grèves qui s'est instaurée de travailleurs sans papier en France, mais où elle dépeint les choses en disant qu'en fin de compte, ce qui est juste, je pense, c'est que ça a été une volonté de l'organisation, cette routine, pour en faire un véritable enjeu social dans les discussions avec le gouvernement. Et donc, pour peser, comme tu le disais, en termes de rapport de force sur la question des droits des travailleurs immigrés. Et donc, ça ne pas que sur la question des sans-papiers, hein, sur la question des détachés, sur la question des saisonniers agricoles. Et c'est important, en effet, d'impliquer au maximum la Fédération de l'agro sur la question des travailleurs saisonniers agricoles, mais aussi, là, on a eu, bon, c'est à peine public, mais on était sur une histoire sur le chantier des JO ou des Jeux Olympiques où des travailleurs sans papier sont venus nous voir et qui étaient, on va dire, dans une situation d'exploitation. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est en cours d'enquête, mais où les travailleurs sont venus nous voir, ils s'étaient organisés. Donc, il y a vraiment une capacité d'organisation aujourd'hui qui est assez importante. Et en effet, des travailleurs qui sont venus nous voir aussi parce qu'on a d'anciens, on va dire, délégués des grèves précédentes qui aujourd'hui encadrent nos permanences. On a des permanences d'accueil de travailleurs migrants où on a un certain nombre d'anciens délégués qui participent eux-mêmes avec nous tous, hein, quoi. C'est pas qu'eux-mêmes, hein, c'est ensemble, qui participent à l'accueil des travailleurs migrants et qui sont aussi des relais auprès de leur communauté, etc. Et la question des JO, il s'avère que c'est des camarades de la grève de Sépure qui, en fin de compte, ont fait le lien avec eux parce que c'est des travailleurs maliens et qu'en effet, il y a des passerelles qui se sont faites, qui sont venues nous expliquer. On a pu mener un travail avec l'inspection du travail parce qu'on essaye de pousser au maximum aussi pour que les services de l'État s'emparent de cette question en termes d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations, qui est important. Donc, à la fois, comment dire, je suis peut-être un peu longue, je me rends pas compte. Excusez-moi, j'ai pas regardé l'heure. Mais à la fois, je pense que, comme tu le dis, il y a la question de comment, à la fois CGT, c'est évident que la question de logique de classe est évidente. La question droit social, je pense qu'en effet, le fait qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de victoires juridiques qui ont pu être gagnées sur la discrimination systémique dans le BTP, etc., va dans ce sens. Comme tu dis, il faut voir comment, et on essaie de réfléchir, on s'est posé la question d'une association, peut-être des travailleurs qui ont été, d'une association qui pourrait être en interne de la CGT, qui pourrait justement qui pourrait réfléchir à la dynamique d'inclusion
dans les instances dirigeantes de l'organisation syndicale. C'est réfléchir à ça, et donc ça prendrait plus en compte la question, comme tu dis, des minorités. Et c'est vrai, bien sûr, si on est réaliste, on voit les résistances qu'il peut y avoir, mais aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui en France, c'est que suite aux ordonnances Macron, etc., on est dans une faiblesse aussi en termes de, on va pas se mentir, il y a en termes de du nombre de représentants, etc., on est dans un moment de difficulté syndicale. Et ça ne facilite pas aussi l'inclusion dans les postes à responsabilité, parce que forcément, il y a des guerres de place aussi qui ont lieu. Et comment faire que, on va dire là, par exemple, on en parlait, moi, en plus, on a des militants qui sont dans ces grèves, qui sont des militants qui auraient toute leur place dans des responsabilités nationales dans la CGT, qui ont, alors bien sûr, là on met en place des formations d'ailleurs un peu spécifiques suite aux grèves. On a mis en place des modules d'alphabétisation, notamment avec l'association Ambroise Croizac, qui est une association qui est partenaire, qui a été créée par la CGT Métallurgie. Il fut un temps, mais c'est voir comment on va dire la CGT se veut être, je pense que ça s'est porté très fortement par notre secrétaire général aujourd'hui, donc on a la chance de cela, c'est comment elle se fait le reflet le plus important du salariat dans toute sa diversité. Ça n'est pas évident parce que c'est vrai que il y a aussi des minorités qu'on touche moins. Si je prends les minorités asiatiques, on peut toucher plus des travailleurs chinois, etc., mais on a beaucoup plus de mal à toucher des travailleurs des pays indiens, hindous, on les touche, Bangladesh, mais c'est pas aussi organisé et massif. C'est lié à la question de la langue, comme tu le disais, donc il y a la question bien sûr, et aussi à la question de l'organisation eux-mêmes des travailleurs qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on touche, si on prend l'Île-de-France, on a du mal nous-mêmes, je veux dire, à avoir les capacités de bien accueillir les travailleurs migrants qui viennent nous voir, parce qu'on est quand même, on a beaucoup de travailleurs migrants qui viennent nous voir. Après, sur les autres départements, on a, puisqu'il montre aussi l'étendue on va dire, de travailleurs sans droit sur le territoire français. Bon, je pense que c'est pas qu'en France, mais c'est une réalité qui est importante et qui est aujourd'hui. Il y a la question des autres départements hors Île-de-France où on a besoin de faire avancer les choses. On voit que le fait qu'on ait travaillé sur un guide pour travailler sur cette inclusion, pour informer les camarades, etc., pour être nous aussi le collectif que je coordonne, on va dire, c'est un collectif qui est censé travailler sur les questions migration. C'est pas un collectif d'immigrés, c'est un collectif composé de représentants de différentes organisations de la CGT qui sont sur ces questions-là en général, des professions qui sont concernées, des unions départementales de différents. Il y a l'Île-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, il y a les Alpes-Maritimes, il y a la région PACA. C'est comment, en fin de compte, on développe des stratégies sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a des choses qui avancent dans des départements. Je vois en Bretagne, on a eu une mobilisation des travailleurs dans le ramassage de volailles et ça a permis que l'Union départementale du Finistère s'empare de ces questions qu'elle pensait être des questions totalement étrangères à ces réalités. Et ça, il y a besoin parce que dans beaucoup d'endroits, on nous dit « Oui, mais vous, en Île-de-France, vous êtes confrontés à on va dire, une réalité migratoire bien plus importante. Mais dans nos départements, c'est différent. C'est une personne par-ci, une personne par-là. Donc, on a du mal à avoir des mobilisations. On a du mal à avoir des rapports de force. Peu de gens viennent nous voir. Comment on les touche? Donc, il y a tout ce travail à mener. Et c'est vrai qu'il y a des départements où ça évolue. Je pense à la Gironde, je pense à Grenoble, je pense à certains endroits où, en effet, on a Limoges, on a des difficultés, je trouve, plus en PACA, par exemple, où justement, il y a une tendance. Alors, les Alpes-Maritimes, par contre, ont beaucoup avancé, et d'ailleurs, conquis le fait qu'il y ait des discussions aujourd'hui qui se soient ouvertes avec la préfecture, qui est une des préfectures les plus raides, les Alpes-Maritimes.
sur la question de la régularisation des travailleurs migrants, etc., suite notamment au cas du cuisinier qui avait été arrêté pendant le Covid, quand son employeur avait voulu faire du zèle en ouvrant son restaurant. Mais on a des difficultés. Moi, je sens certaines formes on va dire aujourd'hui, de retard dans des grandes villes comme Marseille, où en effet, on a eu des stratégies différentes. Marseille a été sur une stratégie on va dire, de syndiquer les travailleurs migrants avec les chômeurs. Ça a été des stratégies portées dans la CGT pendant un moment. Et c'est des choses qui paraissent, moi en tout cas, me paraissent assez, bon, je vais pas être méchante avec mes camarades, mais qui me paraissent très décalées en termes d'inclusion parce que il y a besoin que les travailleurs trouvent leur place dans l'organisation, mais il y a aussi besoin que les camarades, on va dire, français ou d'origine immigrée dans la CGT, ne considèrent pas ces travailleurs comme des travailleurs à part, comme une question marginale. Et le fait de le remettre au cœur des organisations, c'est ce qui fait qu'une fédération comme la construction aujourd'hui se soucie beaucoup plus du sujet, alors que pourtant, c'est compliqué parce qu'en fin de compte, si on prend la Fédé Construction, aujourd'hui, ces dirigeants sont plutôt des représentants des grandes entreprises de BTP. Et en France, forcément, comme on est, excusez-moi, j'ai été coupée. En France, comme on est sur un secteur de la construction qui fonctionne de plus en plus avec de la sous-traitance en cascade, etc., on a en effet la nécessité de voir comment cette question de la sous-traitance, de l'intérim, puisque c'est souvent là où sont les travailleurs émigrés, c'est-à-dire dans les formes de travail les plus précaires. Comment aussi, on permet la représentation de ces métiers, de ces, on va dire, de formes de travail les plus précaires dans les fédérations qui sont concernées. Il y a des véritables enjeux à porter. Sur la question des livreurs, on avance. Par exemple, à Paris, je suis très contente parce que le syndicat des livreurs à vélo qui s'est monté, qui concerne à peu près une centaine d'adhérents aujourd'hui, est dirigé par des anciens travailleurs sans papier qui étaient sur le conflit de Frischti. Et ça, c'est quelque chose de positif et j'espère qu'on va avancer comme ça, justement, avec des syndicats où les travailleurs des luttes, mais aussi, je dis des luttes parce que c'est vrai que il y a un vrai travail, c'est plus complexe. Quelqu'un qui vient nous voir individuellement pour un service, on va dire comme n'importe quel travailleur qui vient nous voir dans une permanence syndicale, c'est plus difficile d'envisager tout de suite une prise de responsabilité dans l'organisation que quelqu'un qui a déjà fait un parcours et qui est aussi passé par des moments où justement de mobilisation, etc. Là, il y a quand même des nécessités derrière à faire que ces camarades-là, qui ont démontré par leur rapport de force, d'ailleurs, qui pouvaient être des fois plus efficaces que d'autres travailleurs français, si je puis dire, parce que dans les mobilisations, on va dire aujourd'hui à la CGT, les luttes de travailleurs sans papier sont considérées quand même comme exemplaires. Ce sont des exemples parce qu'on revient aussi on va dire aux fondamentaux dans on va dire la prise en main de l'outil qui est la grève avec l'occupation d'entreprise dans son état, on va dire l'outil le plus on va dire historique de l'exercice du rapport de force pour les travailleurs. Et là-dessus, on sent qu'il y a quand même une certaine admiration dans la CGT et ça, c'est très important pour justement favoriser l'inclusion. Donc, il faut passer des étapes. Là, je voyais hier, j'étais en lien avec l'UD de l'Hérault où des travailleurs étaient venus les voir et le fait que eux qui étaient peu confrontés à ces réalités se retrouvent confrontés dans le syndicat à ce sujet et non pas dans une asso. Parce que souvent, en fin de compte, il y a cette question, en fait, c'est-à-dire que quand c'est traité par les assos, on a l'impression que c'est quelque chose à part. Là, le fait que les travailleurs viennent les voir, etc., de se confronter à la réalité, etc., ben déjà en une journée, j'ai senti des camarades dirigeants d'une union départementale beaucoup plus compréhensifs de toutes les réalités et justement dans une logique de dire comment on va faire, comment on va traiter cette réalité, comment on va inclure les camarades, comment on va pouvoir les épauler, etc. Donc, il y a un travail qui, voilà, se situe bien au-delà de la région francilienne où il y a eu des choses qui ont été faites et voir comment on inclut. Je pense que sur la question de l'influence, on va pas se jeter
des fleurs, mais je pense qu'au niveau CGT, on arrive à peser quand même dans le débat avec le gouvernement sur le sujet. Je le vois sur la prise en compte des conflits sociaux de travailleurs sans papier. Je le vois notamment sur un sujet, bon, c'est un sujet qui a été peu mis sur la place publique, mais il y a eu un récent décret immigration professionnelle. Et suite à de nombreuses grèves, on avait posé le fait que la question du temps partiel devait être prise en compte dans le cadre de la régularisation. Et c'est aujourd'hui inscrit dans le cadre légal, dans ce décret. Et c'est très important, notamment sur la question des femmes, qui sont souvent, on va dire, dans des métiers où le temps partiel est subi. Et donc, il y a un décalage fort, des fois, des institutions qui imposent à des travailleurs migrants d'être dans des conditions de travail bien moins précaires que ne le seraient des travailleurs nationaux, ce qui est complètement hallucinant. Donc voilà, il y a des choses qui pèsent, qui bougent, mais bien sûr, c'est pas des envolées. On va dire, c'est pas là non plus la révolution, mais par rapport à d'autres pays, il y a quand même un système de régularisation qui perdure. J'en discutais avec nos camarades belges l'autre jour. On voit que dans d'autres pays, la régularisation, par exemple, n'a quasiment plus lieu. Donc, c'est très complexe. Donc, c'est question de rapport de force. Donc voilà, il y a toute une stratégie à mener sous différents angles, comme tu le disais, et à la fois à perfectionner notre inclusion et voir comment on le fait. Voilà. Désolée d'être peut-être été un peu longue. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup, Marilyn, pour cette réponse qui fait, je pense, beaucoup d'écho à ce qu'a dit Heather. Donc, il y aura la matière à discuter tout à l'heure. Christina, je te passe la parole. Oui, merci Marcus. Je voudrais tout d'abord remercier les deux intervenantes pour avoir accepté déjà de participer aujourd'hui et surtout pour avoir vraiment joué le jeu, parce que je trouve que c'est vraiment très riche et intéressant. Et ces interventions vont nous permettre, je l'espère, de poser les bases pour un échange riche qui va peut-être perdurer au-delà de ce séminaire sur une question, celle du rapport entre syndicalisme et travailleurs immigrés, que je trouve encore très peu abordée, que ce soit dans la sphère du monde de la recherche que dans la sphère syndicale. Et en particulier avec ce plus qui nous a donné par le séminaire international de l'IRES, c'est le fait mettre en parallèle la France avec d'autres pays étrangers, et ici le cas du Royaume-Uni. Mon intervention va être bref aujourd'hui. Je pense qu'il faut que la salle participe. Du coup, je vais vraiment poser juste quelques éléments d'analyse et quelques questions, sans m'attarder donc sur les différences entre les deux contextes sociétaux en matière de syndicalisme et des relations professionnelles, des choses qui ont été déjà dites par les deux intervenantes. Je voulais partager ma réflexion sur quelques éléments saillants du contexte britannique, notamment suite à la lecture du chapitre qu'on a fait tourner, que les autres participants au séminaire ont pu recevoir aussi, avec des éléments que je trouve permettent d'interroger les situations des syndicats au sein de l'Europe continentale et plus particulièrement du contexte français. Il s'agit tout d'abord de l'existence de politiques volontaristes. Enfin, ça a été dit depuis le début, mais je pense que ça vaut le coup de le souligner. Donc, des politiques volontaristes visant l'inclusion des travailleurs immigrés ou des minorités au sein de la société de manière plus générale, mais en particulier au sein des organisations syndicales. Donc, je parle là du contexte du Royaume-Uni. L'existence, on y est revenu tout à l'heure, de structures ad hoc qui existent donc pour représenter, par exemple, les travailleurs noirs ou pour les minorités ethniques. Si ce phénomène constitue une première différence avec le cas français, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, ce sont les deux éléments qui permettent l'existence de ce phénomène, c'est-à-dire du déploiement des politiques volontaristes. Deux éléments, je trouve, qu'on gagnerait à prendre en compte pour appréhender le cas français, pas forcément donc à les plaquer sur le contexte français, mais pour réfléchir à ce qui se passe en France.
Tout d'abord, pour que ces politiques existent, il faut qu'il y ait reconnaissance des différences qui traversent le salariat. J'ajouterais, peu importe la manière de le reconnaître. Il faut qu'on puisse définir et nommer des catégories de travailleurs dont l'expérience sociale, et ça c'est un peu ma définition à moi, si vous voulez, est marquée non seulement par leur position de subalterne dans le rapport salarial, mais aussi dans les rapports sociaux de race et de sexe. On parle alors des travailleurs avec des expériences sociales, et je tiens à ce concept, marquées par le racisme vécu au quotidien, donc pas que dans la sphère du travail, mais aussi, on pourrait rajouter, du sexisme ou par le validisme dans le cas des personnes avec handicap. Or, si en France, cette grille d'analyse est parfois mobilisée, elle ne fait pas consensus, mais on voit quand même que certains de ces éléments posent question et en tout cas permettent d'analyser certaines des dynamiques des syndicats français. Deuxième élément qui permet le déploiement de politiques volontaristes, les mots. Vous allez me dire que c'est quelque chose de très banal, mais je trouve que c'est très, très important de le souligner. Et d'ailleurs, avant le début de la séance, on en parlait avec Heather, justement, de cette question. L'emploi de mots, donc, qui permettent de définir ces catégories de travailleurs, de parler d'eux et du coup, de savoir de qui on parle et par rapport à quelle spécificité. Dans le texte, il est question d'immigrés, de minorités ethniques ou encore de la catégorie BAMI, noirs, asiatiques et minorités ethniques, alors qu'en France, bien sûr, on utilise le terme d'immigrés, mais qui ne permet pas de voir les minorités ethniques forcément, le terme de réfugiés ou migrants, mais de toute manière, on a du mal, je trouve, à se mettre d'accord sur les autres catégories. Et je trouve en quelque sorte que cette difficulté à employer les mêmes mots, si vous voulez, à se mettre d'accord sur les mêmes mots, constitue un obstacle dans les échanges, que ce soit au sein de la sphère syndicale, mais aussi au sein de la sphère du domaine de la recherche et des sciences sociales. Il me semble aussi, et c'est peut-être là une première question qui s'adresse à Heather, que l'investissement, du coup tu me diras si je me trompe, que l'investissement des organisations syndicales britanniques pour contrer l'avancée du racisme et du fascisme est lié aussi en quelque sorte à la présence de travailleurs racisés, immigrés ou issus de minorités ethniques. Je me demandais donc en quelle mesure la prise de position des syndicats sur ces questions est due à la présence de travailleurs qui subissent de manière très directe, très violente, les effets de ces courants politiques, de ces idéologies. Il y a en effet des extraits très intéressants dans le papier que tu nous as fait passer, concernant aussi la différence entre le fait de soutenir des positions antiracistes et antifascistes et le fait de mettre en place de véritables stratégies pour contrer le racisme sur le lieu de travail. Et je pense que ces deux éléments peut-être questionnent aussi la pratique des syndicats français. On voit une sorte de tension entre ces deux sphères et peut-être tu pourrais nous dire un mot là-dessus si tu as des éléments plus précis. Toujours sur cette thématique, je pose du coup des questions à Marilyn. Ton intervention était vraiment très riche et du coup forcément on en profite pour te poser des questions. Je me demandais donc si les organisations syndicales françaises, bon, plus particulièrement la CGT que tu représentes, appréhendent cette question de la lutte antiraciste et antifasciste et de quelle manière, notamment, bon, tu l'as évoqué hein, aussi, en cette période où on assiste à une montée de l'extrême droite en France, de quelle manière ces questions sont pensées dans les organisations syndicales et de quelle manière des liens sont faits avec les luttes des travailleurs immigrés, par exemple, et aussi, est-ce que les adhérents historiques, on va dire, sont sensibilisés à ces questions? Parce que je pense que c'est quelque chose qui a traversé les propos de vous deux, enfin sur les deux cas. Il y a bien sûr la question de comment inclure
comment faire en sorte que ces travailleurs viennent au syndicat, comment les attirer. Mais il y a aussi une autre question qui se pose, qui est celle des adhérents historiques, je les appellerai, enfin ceux qui sont déjà là, dans les secteurs donc, où le syndicat est le plus implanté. Comment ils vont percevoir ces travailleurs et du coup, comment le syndicat peut faire pour que les représentations aussi changent et pour qu'il y ait en effet cette inclusion. Du coup, j'ai trouvé intéressant cette idée de guide d'inclusion de la CGT. Mais voilà, comment ces dynamiques de lutte contre l'extrême droite sont saisies dans les deux cas. Et de manière générale, je trouve intéressant de voir comment la composition, si je puis dire, des adhérents des organisations syndicales, leur expérience spécifique de la domination, contribue à bouleverser, à faire changer les lignes et les pratiques des syndicats. Et c'est quelque chose qui a ressorti beaucoup avec l'expérience de la CGT et des collectifs des travailleurs immigrés. Une autre question qui peut paraître un point de détail, mais que moi je trouve essentielle et passionnante, réside dans la place qu'occupent les luttes du passé, je les définirai ainsi pour l'instant, dans la constitution du mémoire partagé au sein des organisations syndicales. On sait à quel point la mémoire est importante dans le mouvement ouvrier et syndical, la mémoire des luttes du passé. Dans le chapitre sur le Royaume-Uni, le début du chapitre, juste après l'introduction, commence avec une liste de mobilisation, de lutte menées directement par les travailleurs racisés. Est-ce que ces luttes façonnent en quelque sorte l'imaginaire des adhérents des organisations syndicales? Est-ce qu'elles sont étudiées au sein des organisations syndicales? En fait, elles font l'objet de formations. De quelle manière elles sont mises en valeur? C'est ça la question que je me posais, puisque je trouve que c'est un levier très intéressant. Et du coup, côté français, Marilyn a parlé de l'expérience pour les travailleurs immigrés, notamment maliens, de l'histoire, enfin de regarder un peu l'histoire longue du fait que peut-être leurs parents ont été déjà syndiqués, qu'il y a une mémoire syndicale, et il y a sûrement des luttes aussi. Enfin, on le sait, puisque voilà, dans les années 80, je pense notamment sur le plan des chercheurs à l'excellent ouvrage de Vincent Gué pour la dignité, qui montre justement la manière dont les immigrés ouvriers parviennent à s'approprier du syndicalisme et des pratiques telles que la grève dans les années 80 dans les usines Citroën et Talbot. Enfin, comment, au sein de la CGT, cette question est posée? Est-ce c'est un impensé? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est posé clairement? Je trouve que c'est un aspect important, car permet de voir qu'au Royaume-Uni, ces travailleurs sont pensés et imaginés comme à l'origine aussi de leur engagement, et non seulement comme les objectifs, on va dire, d'une politique de syndicalisation, d'organizing, etc. Donc, sur le plan symbolique, je trouvais ce facteur très intéressant, et ça me permettait de faire des parallèles entre ces deux pays. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous redonne la parole du coup, pour reprendre le fil de la discussion, et éventuellement, je vais intervenir tout à l'heure et on laissera la parole à la salle. Merci. Il y a tellement de choses à discuter, tellement de choses intéressantes. Je ne vais pas faire forcément en ordre, mais ce que je trouve intéressant, c'est tellement dur de montrer la variété dans les syndicats en Angleterre et les débats internes sur la représentation des minorités ethniques ou les minorités au sein du syndicat. Et il faut dire qu'il y a quand même eu des mouvements dans les syndicats, Unite et le GMB, pour arrêter d'avoir ces groupes à part. Et parce que Unite, il faut voir que c'est vraiment plus sur le logique de classe que les minorités. Et ça pousse
ils voulaient pas avoir, ils voyaient pas quand on faisait des entretiens avec les représentants à Unite, c'était vraiment comme Marilyn disait, il faut les inclure, il faut avoir une stratégie plus de classe, plus de solidarité, parce que sinon ça reste à quelque chose à part qui n'est pas qui développe pas une notion de solidarité ou des intérêts généraux entre les travailleurs. Donc, Unite, qui est quand même le plus grand syndicat au Royaume-Uni, eux, ils ont un positionnement, même s'ils gardent quand même cet historique et comme tu disais, Christina, il y a quand même une forte histoire dans les syndicats qu'ils ont fusionnés pour créer Unite. C'était dans ces syndicats, dans le secteur privé, à Unite et GMB, dans deux des grands syndicats où il y a quand même eu ces mouvements historiques des travailleurs immigrés qui a encouragé ou qui a encouragé, qui a formé cette politique de promouvoir ou d'avoir des espaces antiracistes pour les immigrés, pour les gens, les minorités ethniques au sein du syndicat, pour leur donner l'importance des structures, la place, l'espace, un espace qui voyait comme un means to an end, je sais pas comment dire ça, un moyen pour un fin, ça marche, pour pouvoir, c'était pas censé être des structures qui durent comme ça, qui soient formalisées comme ça, c'était pour un but d'action positive ou de discrimination positive vers ces gens-là pour qu'ils pénètrent le syndicat et après, on n'avait plus besoin de ces structures-là. Et il y avait beaucoup de travailleurs immigrés qui disaient ils trouvaient pas leur place ou ils voyaient pas le sens d'avoir ces structures à part parce qu'ils voyaient la structure comme un fin. C'était pas un fin, c'était pas un moyen pour atteindre plus de représentation des travailleurs des minorités ethniques dans le syndicat. C'était quelque chose qui était à part. Et du coup, et c'est important avec les Filipinos, ils disaient, je suis pas assez noir pour être dans le Black Member Group. Il y a certains représentants syndicalistes philippinos qui disaient, je me sens pas assez noir pour être dans le Black Member Group. Bon, c'est assez fort comme idée. Et comme tu disais, Christina, par rapport aux mots, quels mots on utilise, quels termes on utilise, ça a des débats super intenses parce que dans les groupes, les structures de Black Members, des adhérents noirs, en fait, ils traitent pas forcément les questions de droit social des immigrés. Ils vont traiter des questions de racisme et de la discrimination. Du coup, il y a des travailleurs immigrés qui veulent associer avec le Black Member Group, mais ils trouvent pas leur place non plus parce qu'ils traitent pas la question d'immigration. Donc, dans certains syndicats, ils ont créé des réseaux de African Migrant Workers, les immigrés africains, pour traiter le statut d'immigration. Alors, comme je pense que vous disiez, d'avoir des structures à part, ça crée d'autres de problèmes et où les gens ils trouvent leur place parce que ça dépend de leur statut. Mais il y a beaucoup de travail qui se passe dans les sections des adhérents noirs, on va dire, c'est de traiter des questions de racisme, de la discrimination. Du coup, les questions de statut des immigrés ou les droits des immigrés sont pas forcément traités dans ces sections-là. Donc, c'est pour ça, je pense que ils ont créé des réseaux parce qu'ils avaient des questions ou des intérêts qui n'étaient pas traités dans les sections à part. Mais aussi, qui était intéressant dans Unison, et je me rappelle d'avoir discuté au niveau national, je disais, mais est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir leur section, leur structure pour inclure plus de questions, peut-être les questions de statut d'immigration? Et en fait, on touche pas à ces structures-là. On les touche pas. On touche pas les structures de femmes
handicapés des structures séparées. Ils avaient des structures séparées et des sièges réservés sur les exécutifs sur pour chaque profil, je ne sais pas comment dire ça joliment, mais chaque critère identitaire. Ça veut dire que les gens ne trouvaient pas forcément leur place dans la section pour le genre, handicap et des intersections ou des problèmes. Donc, il y a ça. Il y a aussi, dans le GMB et Unite, comme je vous le disais, ils ont forcé la fusion de tous ces d'identité dans une structure singulière dans le GMB, Equality Structure, une structure générale pour traiter les questions d'égalité. Et il y avait beaucoup de résistance, il y avait beaucoup de débats internes. Et je me rappelle quand ils étaient en train de créer ou de fusionner cette structure, et il y avait quand même, mais la question de racisme, c'est plus important. La question de sexisme, on va être perdu, les luttes contre la racisme. Et en fait, il y avait quand même des débats assez intenses internes dans les syndicats qui n'étaient pas faciles pour personne, hein, pour gérer ça. Et donc, il y a toutes ces questions-là qui sont venues en tête quand je vous entendais parler. Donc, aussi par rapport à, oui, les questions antiracistes, parce qu'en fait, on peut voir le problème en Royaume-Uni. En France, je suis pas, comme il n'y a pas, on n'a pas de ethnic minority monitoring, on prend pas les statistiques et des chiffres des origines des gens ou des minorités ethniques des gens. Mais en Angleterre, dans les syndicats, dans toutes les structures, on sait les profils des gens parce qu'ils identifiaient leur ethnie dans les statistiques. Alors, on peut voir où il y a les discriminations et on peut nommer qu'il y a des discriminations. On voit qui est plus discriminé que d'autres dans les minorités ethniques. Donc, il y a beaucoup d'investissements de surmonter avec les chiffres qu'on voit sur les discriminations des minorités ethniques. Et juste vite fait sur les questions des expériences des passés, en fait, il y a pas trop, on parle pas trop des formations dans les syndicats, des luttes de passé, mais c'est quand même important dans les associations, dans la communauté. On voit que les associations, des groupes communautaires, ils font vivre le passé. Mais comme le passé, ça devient le Brexit maintenant. On parle du Brexit, le passé s'arrête en 2016 et on parle plus de ce qui est plus récent, plus que de former des gens ou de faire vivre l'histoire des luttes des travailleurs d'immigrés. Donc, je m'arrête là, mais je peux encore discuter d'autres questions s'il y a des questions dans la salle. Donc, je passe la parole à Maëlie. Oui, non, je vais essayer d'être brève. Hein. Sur la question de la lutte antiraciste, antifasciste, sur la manière de la porter au sein des organisations syndicales, elle se porte, on va dire, de manière assez générale. Ben là, il y a une manifestation qui va être organisée le 3 avril, etc. Plutôt alors dans le fait de porter, on va dire, de porter ces questions dans le cadre de manifestations, etc. Mais moi, personnellement, là, c'est un titre individuel. Je pense que ça se joue beaucoup plus par les actes et par justement les luttes et par ce qu'on fait. Je pense que les mouvements justement de grève des travailleurs sans papier, et je le lie à la question des mémoires des luttes, de mon point de vue, dans la CGT, en tout cas, on fait bouger beaucoup de lignes. Parce qu'en effet, le fait, comme je vous disais, qu'il y ait des grèves tous les ans, et quand je dis des grèves, c'est pas des grèves au sens forcément que ponctuel. C'est que, par exemple, si je prends la dernière grève qu'il y a eu en octobre, qui était une grève qui concernait 250 travailleurs sans papier, donc une lutte quand même spécifique, même si elle se veut dans un cadre
syndicale. Donc c'est aussi ça qu'il faut, je pense, analyser quand même positif, parce que ça pose les questions de discrimination, clairement, dans ces luttes, les questions de discrimination systémique, et les métiers qui sont occupés, en effet, qui sont souvent les plus dégradés, les plus dégradants, sales, les 3D américains, là, clairement, en tout cas, c'est posé. Et d'ailleurs, justement, sur CEPUR, il se posait la question de se saisir de la décision qu'on avait obtenue sur Breteuil, les camarades sur la discrimination systémique. Donc, je pense qu'on est sur des luttes qui sont spécifiques et donc qui posent à la fois ces enjeux, de mon point de vue, et à la fois qui les posent dans un cadre, dans les grèves qu'on a menées récemment. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est qu'on les coordonne. Et coordonner, ça veut dire coordonner avec les organisations concernées. C'est-à-dire, c'est le commerce, par exemple, si je prends la lutte des livreurs à vélo de Monoprix, ce sont des salariés de Monoprix qui n'étaient pas eux-mêmes livreurs, qui ont été confrontés à la situation des camarades livreurs et qui ont décidé ensemble de travailler sur comment ils allaient lancer la grève. Et donc, ça s'est coordonné avec les autres secteurs d'activité, mais il y a eu un vrai travail sur chaque lieu, on va dire, de grève, avec les syndicats des personnes concernées, mais aussi autour. Et ça, c'est, de mon point de vue, peut-être pas une manière fabuleuse, mais c'est une manière de lutter contre l'extrême droite, parce que quand on travaille, par exemple, avec la grève du Café Marly, avec les travailleurs du café qui est juste en face du Louvre, de la pyramide, et qu'on travaille à la fois avec les syndicats du Louvre, les syndicats de la culture, les syndicats de la restauration collective du Louvre, mais aussi les syndicats, en effet, du commerce, ça permet qu'il y ait une solidarité et aussi des échanges et une connaissance et d'aller au-delà des fantasmes de ce que tu appelais les syndicalistes, je sais pas, historiques, qui est nécessaire. Et le fait que l'on coordonne, c'est ce qui permet en général, et je pense, de peser et de gagner. Et c'est ce qui fait globalement que ces luttes, en termes de mémoire, elles ont un impact important dans la CGT. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que concrètement, au dernier congrès confédéral à Dijon, le seul film qui est passé, ça a été un film sur la lutte des travailleurs de Breteuil, donc où justement les travailleurs maliens qui ont obtenu la décision de discrimination systémique, et qui reprenait aussi la lutte des coiffeuses de Château-d'Eau. Donc on était à la fois sur quand même des personnes qui sont aujourd'hui, moi tu vois par exemple une des coiffeuses là aujourd'hui est en train de faire une formation, elle se reconvertit en agent d'accueil administratif, elle va faire son stage à la préfecture de région Île-de-France. Bon, on est toujours en lien avec les camarades, etc. Sont toujours considérés comme des figures militantes dans la CGT. Donc ça, c'est très important parce que ça construit dans l'imaginaire et dans la mémoire, comme tu le dis, de la syndicale, une importance fondamentale. Quand tu discutes avec des camarades de différents départements, ils ont pleinement conscience et pleinement connaissance de ces luttes. Et ça, je pense que c'est fondamental si on veut, en effet, lutter contre l'extrême droite, y compris dans notre organisation, parce que c'est une réalité. Quand tu parles des gens qui sont là depuis longtemps, on peut avoir le syndicat et le reflet de la société et de la montée de ses idées. Je m'arrête là et au cas où je rebondirai dans des questions après.